savez bien, on ferme jamais sur Europe 1, on dort que d'un œil, puisque toute la rédaction est toujours mobilisée pour vous informer. Donc, quand la libre antenne ferme, eh bien, les journalistes arrivent comme ça au petit matin, on se croise, ils préparent les infos que vous retrouverez tout à l'heure avec Bruce Toussaint, la matinale. Donc, il y a toujours quelqu'un qui veille ici. Mais pour le moment, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures pendant lesquelles vous allez pouvoir me confier vos doutes, vos fragilités, vos peurs, mais aussi vos joies. La ligne est ouverte sur Europe 1 au 39 21. 2 voix et 2 personnalités chaleureuses pour vous y accueillir. Asiba et Paul jusqu'à 1 heure. Alors, appelez-moi et puis vous pouvez également m'écrire sur le site europe1.fr ainsi que par texto au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. C'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir David. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je suis content de vous entendre. Je vous écoute assez régulièrement. Merci. Et puis, j'ai décidé de passer le cap et de vous appeler pour vous parler un petit peu de mon histoire, parce que je me suis dit qu'après tout, ça pourrait peut-être m'aider. En fait, j'ai rencontré une personne il y a quelques temps, un homme. Voilà. Donc, et on s'est rencontrés via un site. Bon, les débuts étaient un peu difficiles parce que je l'ai un petit peu renvoyé dans ses 18 mètres en lui expliquant que sans photo de sa part, je n'engageais rien du tout parce que c'était pour moi quelque chose d'essentiel de pouvoir avoir le visuel avec quelqu'un. On peut entamer une discussion, mais bon, je faisais l'effort moi de mettre ma photo sur ce site, il fallait que lui le fasse aussi. Il me dit que pour des raisons de discrétion, parce qu'il avait un enfant, il préférait pas et voilà, et qu'il était hors milieu. Donc bon, je le conçois. Donc on part sur un autre concept, un chat. Et puis là je le vois et puis bon, on discute 1 jour, 2 jours, 3 jours, des nuits entières et voilà. Et puis une vraie prise de contact par la suite. On s'est plus tout de suite. On s'est pas posé la question de savoir comment on allait se dire bonjour. On s'est très vite embrassé. Et puis là, il me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, j'ai un enfant en bas âge. Donc j'ai fait la connaissance de cet enfant, avec qui ça se passe merveilleusement bien. C'est, pour dire presque fusionnel. Et puis un jour, j'ai appris, en fait, parce qu'il ne me l'a pas réellement dit, que cet homme était marié. Voilà, je pensais moi qu'ils étaient séparés. Et il s'avère qu'en fait, je connais très bien sa femme. C'est une personne avec qui j'ai des activités hors de mon travail. Voilà, donc, et je ne savais pas que c'était son époux, donc le pur fruit du hasard. Et mais c'est incroyable. C'est incroyable, oui. Non, mais j'ai cru que j'allais pouvoir écrire un livre. Oui. Et comment l'avez-vous appris alors que cet homme était en fait le mari d'une personne avec qui vous avez des activités en dehors de votre travail? Eh bien, en fait, un jour, lors de cette activité, elle me dit, je ne donne pas trop de détails parce que si jamais il y a de l'écoute, elle me dit, écoute, j'aimerais que tu puisses t'occuper de... si elle écoute, elle va reconnaître votre voix, de toute façon. Possible, puis tant pis, après tout ça fera peut-être l'abcès. Et elle me dit, j'aimerais que dans le cadre de son travail, tu t'occupes de mon époux. Donc je lui dis, pas de souci. Ah ben remarquez... Je ne le connaissais pas, hein, je savais pas, enfin je connaissais pas la situation. Hein. Oui. Elle me donne son adresse et je me suis apparemment vu son regard littéralement décomposé devant elle. Et elle me dit, mais ça va pas, il y a quelque chose qui te pose problème? Non, je lui dis non, tout va très bien. Et puis, comme si de rien n'était, je suis allée au rendez-vous, sachant qu'elle travaillait. Oui. Et là, il ouvre la porte et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis, c'est moi qui viens s'occuper de toi. Donc, je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer? Et là, il n'a pas su trop quoi me répondre. Et il me dit, bon, je pense qu'il faut qu'on parle. C'est comme ça que vous avez appris qu'il était marié? Oui, voilà. Oui, voilà, exactement. Ah oui, c'est surréaliste. Et vous connaissiez son adresse, c'est pour ça que vous vous êtes décomposé, vous étiez déjà allé chez lui. Exactement, oui. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de photo, à part les photos de l'enfant.
Donc j'en ai conclu que bon, il avait peut-être une vie à côté, et puis qu'après il a quitté cette personne, et puis qu'il avait peut-être du mal à assumer son homosexualité, et que du coup le fait d'avoir sa paternité l'avait peut-être, il y a eu peut-être eu un élément déclencheur. Donc bon, mais c'est pas ça. Voilà, oui, enfin bon, il pourrait avoir un enfant en bas âge. On sait aujourd'hui qu'il y a des couples homosexuels qui adoptent. Il aurait pu être séparé. Enfin, vous, après tout, oui, ça aurait pu se faire. Ça me pose pas du tout de problème. Ce qui me pose problème, c'est le fait que lui, apparemment, a dans l'idée le concept de la double vie. Ah ben complètement, là, oui. Problème, et en plus, c'est ça, c'est-à-dire que oui, cet homme est marié à quelqu'un que vous connaissez. Que je connais, mais c'est ça en plus, c'est ahurissant. Alors je me dis, ça me tombe dessus, c'est quand même incroyable. J'habite une ville de près de 380 000 habitants. Oui. C'est quand même extraordinaire. Alors, mais je pense que le destin a été fait pour qu'on se rencontre. Je pense qu'il y a des choses qui sont écrites. Si vous voulez, lorsqu'il m'a rencontré sur le site, il me dit « Je t'ai déjà vu, nos regards se sont croisés dans un magasin, une grande surface, dans un Leclerc, on s'était apparemment croisés. » Voilà, je leur ai apparemment souri. Donc, mais moi, je suis quelqu'un de très joyeux. Voilà, je respire la joie de vivre parce que j'ai eu un souci de santé qui fait que je sais l'importance de la vie malgré ma petite trentaine. Et parce que j'ai côtoyé, on va dire, le couloir de très près, et voilà. Donc je suis souriant, je suis agréable, je suis quelqu'un de très très jovial, et peut-être que lui avait pris pour une avance au moment où je l'ai croisé, et il me dit on s'est vu plusieurs fois et t'as jamais forcément prêté attention à moi. Je lui dis écoute, effectivement je n'ai jamais prêté attention parce que tu ne me disais rien la première fois que j'ai rencontré. Mais alors si vous vous êtes vus plusieurs fois, lui était en présence de sa femme? Et je pense, oui, apparemment il faisait les courses. Mais donc elle ne vous voyait pas à ce moment-là? Eh ben, alors apparemment, c'est là où je vous dis que le destin devait être fait pour qu'on se rencontre, parce que ça fait déjà quasiment près d'un an qu'il me voit, à peu près une fois tous les 2-3 mois. Alors peut-être que on fait peut-être nos courses à des heures identiques. On doit avoir, voilà, il s'avère que j'ai quelqu'un de ma famille qui habite vraiment très proche de chez eux. Oui, mais si elle vous avait vu comme c'est quelqu'un que vous connaissez, elle serait venue à votre rencontre. Moi je la connais elle depuis quelques mois, et je pense d'accord. En fait, lui devait certainement, quand je suis dans les rayons, c'est une très grande surface, hein, c'est un des plus grands Leclerc du quart nord-est de France. Pas trop de pub. Voilà, excusez-moi, je suis désolé. Et du coup, c'est compliqué. Voilà. Donc elle, non, parce que si j'aurais vu, je serais allé la voir en fait. Mais elle, alors, c'est une connaissance, c'est une amie, c'est oui. Oui, une amie, c'est un bien grand mot, c'est quelqu'un que j'apprécie. Oui, vous la connaissez depuis peu, donc c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes forcément très liés. Le problème, c'est qu'elle m'a invité à manger chez elle, et on s'est retrouvés tous les trois à table. Alors que vous étiez l'amant de son mari. Oui. Vous avez accepté d'y aller Alors, j'en ai parlé à une amie, parce que je lui ai dit, écoute, je peux pas y aller, c'est pas possible, c'est pas correct. On dirait, on se croirait dans une pièce de théâtre, là. Ça tourne au vaudeville, oui. C'est exactement ce qu'on m'a dit, exactement. Ah oui, on verrait ça au théâtre, oui. Et là, je dis non, c'est pas une pièce de théâtre, c'est ce que je suis en train de vivre, et ça me torture parce que j'ai eu réellement un coup de foudre pour cette personne. Malgré tout, je pense qu'il ne ment pas et que c'est réciproque, parce qu'on a découvert des choses tous les deux, sexuellement parlant, où il a quand même apparemment connu pour la première fois l'orgasme masculin pareil, proche d'une trentaine d'années. Je veux dire, c'est quand même avec sa propre femme, il n'a pas connu ce genre de choses. Donc, forcément. Vous me direz, ça se conçoit. Il ne peut pas connaître la même chose avec une femme, oui. C'est complètement différent, mais il y a des plaisirs qu'une femme peut apporter à un homme. Oui, mais qui ne seront pas les mêmes que ceux qu'il peut connaître avec un homme, évidemment. Et donc, quand vous voyez un homme comme ça, père de famille, marié, qui est... il est peut-être pas à la place qu'il faut. Oui. Je pense possible. Donc moi je suis un peu dérouté parce que je ne sais pas où je dois me situer entre l'ami de la femme, l'amant du mari. Je sais pas quoi faire parce que je tiens beaucoup à lui. Elle, je sais que ce que je fais par rapport à elle, c'est complètement indécent. C'est incorrect.
parce que je me sens, c'est vulgaire se dire, un petit peu salaud de faire ça, parce que je la côtoie. Et lui, ce qu'il fait, enfin lui, je trouve que par rapport à lui, ce qu'il fait, enfin, lui est allé vers vous en connaissance de cause. Vous ne saviez pas. Non. Au départ, bon, la différence quand même au départ, c'est que lui est allé, voyez, vers vous, tout en étant marié, en ayant cet enfant. Vous ne saviez pas au départ que cet homme était dans cette situation-là. Donc absolument après, pas. Évidemment, découvrant cela, c'est maintenant où ça vous pose un cas de conscience. Là, je comprends. Voilà, un cas de conscience, parce que c'est dur de trancher, en fait. Je sais pas ce que je dois faire, parce que je me dis, alors là, je vais avoir un sentiment fortement égoïste, hein, là je le reconnais, où je me dis quelque part, si moi je ne profite pas de cet instant T, quelque part ça sera quelqu'un d'autre. Moi je sors d'une relation, j'ai vécu 7 ans, presque 8 ans avec quelqu'un où il y avait eu beaucoup d'investissements, parce qu'il y a eu création d'entreprise, achat de maison, etc., etc. Donc je sais ce que c'est de tenir à une personne, vous voyez. Et je pense savoir ce que c'est aussi d'aimer. Et là, le problème, c'est que ce sentiment, je m'étais juré de plus jamais l'avoir. Et malheureusement, quand ça vous tombe dessus, malheureusement ou heureusement, on ne contrôle pas. S'il y a bien 2 choses qu'on ne peut pas contrôler dans sa vie, c'est et sa santé et l'affection qu'on peut apporter et qu'on peut avoir pour quelqu'un. Et là, je suis obsédé par cette personne. C'est juste, oui, je pense qu'il y a quelque chose de fusionnel. Alors, quoi faire? Arrêter cette relation de suite et lui briser le cœur, et puis arrêter cette relation avec elle, parce que quelque part ça n'aurait pas. Enfin, je suis un peu perdu en fait. Je suis complètement perdu. De toute façon, à un moment, ça va être compliqué. Vous n'allez pas pouvoir jouer sur les 2 tableaux. Vous le dites vous-même. Vous pouvez pas être dans cette relation double comme ça, où vous allez être l'amant de cet homme et l'ami. Enfin, vous dites c'est pas réellement une amie, mais une connaissance quand même assez proche de sa femme. Oui, oui, parce que on se retrouve parce que ce que vous ne dites pas, c'est partager un dîner. Bon, partager un dîner, vous voyez, c'est quand même assez surréaliste comme et ça arrive. Comme situation, mais mais le fait, j'imagine qu'elle en avait parlé à son mari, qu'elle vous avait proposé de venir dîner à la maison. Je pense. Elle lui a pas fait la surprise. Elle lui a pas dit tiens, j'ai invité David. David vient dîner ce soir. Enfin, tiens, David sera là. Bon. Non, voilà. En fait, je suis allé dîner à l'occasion de mon activité professionnelle. En fait, elle m'a dit tiens, tu viendras bosser, et puis comme ça, après, on dînera ensemble. Et là, forcément, un petit peu. Mais il était prévenu, le mari. Lui, il était prévenu, mais je ne sais pas si lui savait que c'était moi, en fait. Parce que moi, dans cette activité, je ne parle pas, voire très peu, de ma vie professionnelle ou de ma vie privée. Donc, j'essaye de. Oui, mais c'était pas la première fois que vous le rencontriez. Là, enfin, je veux dire, avec sa femme. Avec sa femme, moi, je l'avais jamais vu, je ne savais pas que. Non, mais vous êtes resté le soir même où vous vous êtes rencontrés dîner. Voilà, c'est ça. D'accord, donc il n'était pas forcément prévenu, d'accord. J'ai appris en fait la nouvelle. Il avait l'air comment, lui? Il avait l'air comment ce soir-là, lors du dîner? J'ai envie de vous dire très décontracté. J'ai pas l'impression que ça lui posait grand problème, pas de regard, pas de regard, pas une indifférence totale, mais parce qu'elle m'a fait la remarque en me disant, lorsqu'on a été fumer une cigarette, c'est étonnant avec quelle facilité il dialogue avec toi. Parce que c'est quelqu'un d'assez réservé, je suis quand même assez étonné qu'il y ait ce feeling tous les deux. Au fond de moi, je me disais, ma pauvre, mais j'ai juste envie de me mettre une balle dans la tête parce que je suis tellement mal que je prendrais bien mes jambes à mon cou et partir très vite. Mais c'est burlesque, hein, c'en est burlesque. Ah oui. Et malheureux, c'est ce qui se passe pourtant. Oui, parce qu'elle devait se dire, tiens, c'est super, peut-être, voilà, il y a un bon climat, il y a une bonne atmosphère. Oui, elle est
peut être loin d'imaginer ce qui se passait. Cela dit, faut peut-être pas la prendre non plus pour une imbécile. À mon avis, elle va peut-être, vous savez, se poser des questions, parce que peut-être que dans son couple, elle le connaît quand même assez bien. Alors après, vous me direz, on connaît pas forcément très bien ceux avec qui on vit, mais enfin, c'est un couple. J'imagine, ils ont une intimité sexuelle. Elle peut peut-être aussi se poser des questions. Vous voyez, elle s'en est déjà posée en se disant, tiens, lui qui d'habitude n'est pas très liant, n'est pas pas un contact forcément très facile, ben là, ça passe super bien. Vous voyez, déjà, bon. Donc après, elle peut quand même percevoir certaines petites choses et s'interroger. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous n'allez pas pouvoir maintenir cette situation ad vitam aeternam, je pense. Non, je pense que ça va devenir vite compliqué, et puis c'est surtout que elle va, vous voyez, elle va quand même, il y a des choses qui passent, hein, et elle va certainement se poser des questions. Donc après tout, ça sera à vous de voir. Il y a un choix qui se pose, et qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quelle est la relation qui compte le plus pour vous? Ah bah le choix est vite décidé. Je pense que la question ne se pose pas, étant donné les choses que l'on a pu s'apporter l'un et l'autre, lui et moi. Je ne demanderai jamais, et ça c'était clair depuis le départ, quand j'ai su. Je lui ai dit, écoute, je ne te demanderai jamais, au grand jamais, de mettre en parenthèse la vie que tu as actuellement pour moi. C'est juste inconcevable. D'accord, vous ne lui poseriez pas parce qu'il y a Angel qui dit si vous lui posiez un ultimatum avec le risque que ça comporte, soit sa femme, soit lui, il demande quels sont les sentiments que vous avez pour cet homme. Alors, moi, en fait, quels sentiments j'ai pour cette personne? C'est vrai que moi, je peux pas parler d'amour parce que je suis quelqu'un de très réservé là-dessus. J'ai vécu des années avec quelqu'un, il m'a fallu plus de 3 ans pour lui dire le mot je t'aime, parce que pour moi, la langue française nous permet de mettre une puissance à un mot. Donc, on ne dit pas je t'aime comme on achète une baguette de pain. J'ai beaucoup d'affection pour cette personne. Et du désir. C'est du désir charnel, mais il y a aussi l'autre désir, le simple fait de pouvoir être proche de lui, de partager des moments ensemble. Donc vous accepteriez cette situation en n'attendant rien de plus de lui? Pour le moment, je pense que je ne peux pas. Il y a un enfant. Pour le moment, oui, mais enfin pour le moment, vous savez qu'après il peut se développer des sentiments, et que cet homme peut, comme vous l'avez dit, vous vous trouvez dans une situation de double vie, c'est-à-dire que cet homme peut garder cette apparence de vie d'hétérosexuel marié avec un enfant, et à côté de ça, avoir une relation avec vous. Où il n'assume pas, il veut une relation avec vous, mais qui reste cachée. Et qui en plus se renforce de plus en plus, parce que le principe, notre première rencontre, c'était simplement pour se voir. On a tous des besoins physiques. C'était peut-être simplement pour une fois et terminé, et il s'est avéré que c'est pas du tout comme ça que ça s'est déroulé. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a des choses qui se créent, à tel point que de mon côté, moi je voyais quelques personnes de temps à autre, j'ai coupé court à tout, je ne vous vois plus que par cette personne. Je suis vraiment épris, voilà, le mot exact je pense c'est épris. Mais c'est pour ça qu'il faut vous poser la question. Alors il y a Brigitte qui dit, pouvez-vous prendre des distances progressives avec sa femme, puisque c'est lui qui compte avant tout? Je pense que ça doit être faisable, oui. Bon, oui. Sachant que cet homme, je trouve qu'il y a quand même, il y a quelque chose qui me gêne assez. Je vais vous dire tel que je pense, c'est que lorsque vous vous êtes retrouvés dans ce dîner, c'est le fait que lui se soit trouvé très à l'aise dans cette situation, enfin dans ce que vous décrivez. Mais alors, il ne laisse rien transparaître. Ouais, mais moi je trouve ça assez gênant, parce que je trouve que c'est pas clean. Alors, je trouve ça assez cynique, parce que franchement, je trouve qu'il n'est pas respectueux ni vis-à-vis de sa femme, ni vis-à-vis de vous. Oui, je lui ai posé la question, je lui ai dit, lorsque tu t'allonges le soir à côté d'elle, ou que tu lui fais l'amour, je dis, qu'est-ce qui te passe par la tête? Et là, il me dit, à ce moment-là, je suis avec ma femme, donc il n'y a pas de question à se poser. Et je lui dis, quand tu es avec moi, il me dit, à ce moment-là, je suis avec mon homme, comme il me le dit,
Donc, il n'y a pas de question à se poser. Alors voilà. là, ça s'appelle le clivage, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une partie de sa personnalité, de son moi qui est coupée en deux, c'est-à-dire qu'il fait en sorte de ne pas se poser de questions. Quand il est, comme il vous le dit, avec sa femme, il est avec sa femme, vous n'existez plus, il occulte une réalité qui pourrait être gênante, et inversement, quand il est avec vous. Mais vous voyez que quand vous avez été tous les deux réunis, là, comment faire fonctionner ça, ce système de défense, qui est un système de défense? Ben là, finalement, ça lui posait pas plus de problèmes. Donc ça, je trouve ça assez gênant. C'est-à-dire que finalement, lui, il était, il donnait, peut-être qu'il donnait le change, mais il donnait très bien le change. Donc il y a, vous voyez, il était assez à l'aise là-dedans. Et ça, c'est un peu problématique parce que où est-ce qu'il tient, jusqu'à quel point il tient compte de l'autre? Oui, est-ce qu'il a vraiment de la considération pour moi ou pour elle au final? Exactement. Parce que je me suis permis de lui poser la question en disant... C'est ce que dit Tom d'ailleurs. De toute façon, in fine, c'est lui qui décidera de débloquer ou pas la situation. C'est lui le maître du jeu. C'est lui qui a les cartes en main. Complètement. Et ça, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire protégez-vous, parce que je trouve qu'il y a un côté assez malsain là-dedans. Et pas dans le fait que cet homme ait une autre sexualité en dehors de son couple. C'est même pas ça. C'est dans la façon dont il vit les choses. Vous voyez, c'est ce coup du dîner là. Moi, je trouve ça. Alors effectivement, on pourrait dire au théâtre, ouais, c'est burlesque, c'est tout ça. C'est sa façon de réagir qui me paraît assez problématique. Bonsoir Xavier. Attendez, on va accueillir Xavier qui est avec nous, qui patiente depuis un petit moment au 39-21. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, donc c'est David, c'est ça? Oui. L'intervenant. C'est David. Oui, c'est David, oui. D'accord. Donc bonsoir. Alors c'est très troublant parce que ce que j'entends, ça me ramène quelques années en arrière avant que je sois stabilisé avec mon copain. Donc voilà, avant d'être avec lui, j'avais une période, on va dire, où je rencontrais plusieurs mecs justement sur des soirées ou donc voilà, sur des relations plus ou moins sérieuses. Il y avait justement un petit peu comme David, justement il y avait justement l'un des gars avec qui j'avais eu, on va dire, une petite aventure. Je vais essayer de dire ça en étant gentil. Oui. Une aventure. Et ce qui s'est passé, c'est que l'aventure était régulière. Et au bout d'un moment, à force de parler, j'ai découvert qu'il avait une copine. D'accord. Quand on apprend ça, c'est génial. Bon, à la seule différence que par rapport à David, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas d'enfant, il n'était pas marié, il était simplement en couple avec une copine. Et au bout d'un moment, quand les relations commencent à avancer, moi je lui ai dit, j'ai envie d'avoir du concret, voilà, parce que moi je suis pas trop sur le fait d'être un amant. Donc je lui ai dit, tu dois choisir entre elle ou moi. Et sachant qu'il avait du mal à assumer justement un petit peu son homosexualité, il est resté avec elle, et puis moi je me suis retrouvé un petit peu en plan. Et donc et par rapport à David, le truc c'est est-ce qu'il lui a posé la question directement, quels sont ses sentiments par rapport à lui? Comment est-ce qu'il voit leur relation, et est-ce qu'il voit simplement de l'amusement comme ça pour les 20 prochaines années, ou voilà. Alors justement, pour répondre à cette question, je me suis permis il y a quelques jours de lui demander plus ou moins d'une façon différente, mais en lui disant écoute, je n'ai pas envie d'être la cinquième roue du carrosse et je ne suis pas un meuble, j'ai pas envie d'être là juste pour les bons moments. Je pense que on a passé ce cap-là de se voir juste pour le côté sexuel, donc ça apporte d'autres choses. Donc je lui dis quel chemin tu comptes prendre, si un jour il y a un chemin à prendre. Elle me dit mais ne t'en fais pas, je suis en train de le construire ce chemin. Mais je lui dis tu peux pas construire un deuxième chemin, tu as déjà quelqu'un dans ta vie, et il y a un moment où voilà, mais j'ai dit pour le moment moi cette situation me convient, je ne te poserai pas d'ultimatum parce que la priorité aujourd'hui à la limite c'est même pas, je pense même pas nous ni elle, c'est le bien-être de l'enfant avant tout. Et il me dit mais ne s'en fais pas, et je lui dis si c'est là où j'ai voulu comprendre vraiment le fond de sa sexualité. Je lui dis là tu as rencontré cette femme, tu as eu un enfant, tu es marié, tu couches aujourd'hui avec un homme. Je dis, ça aurait été l'inverse. Tu aurais été avec un homme dès le départ. Est-ce que tu aurais une aventure avec une femme? Et là, il me dit, certainement pas.
Donc, est-ce qu'il faut comprendre que c'est une homosexualité refoulée et que si jamais, voilà, je sais pas. Et alors, comment lui va se comporter après? Comment là, je suis c'est là où je suis dans la passe. Oui, mais enfin, bon, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Ils vous disent, t'inquiète pas, je suis en train de construire le chemin. Oui, quel chemin, hein? Bon, vous voyez, il construit quoi dans les faits? Il construit rien, hein? Il s'inscrit sur un site, il se fait plaisir et rencontre quelqu'un. C'est pas comme vous avez rencontré, il avait eu un coup de cœur pour vous. Il est plutôt, comme le dit Laure, est-ce qu'il y a pas dans une certaine duplicité? Parce que, excuse-moi, parce que bon, simplement, il y a en fait deux petits problèmes qui pourrait y avoir. Le problème, c'est que simplement par rapport à vous, David, le risque qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui ont le chic pour pouvoir mener justement donc les amants, on va dire ça comme ça, les amants à être la 5e roue du carrosse, pour reprendre votre expression, mais très longtemps, en faisant justement en ayant des belles phrases, en disant t'inquiète pas, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Voilà. Et le problème qu'il va y avoir, c'est que si je pense que vous êtes très lucide sur ça et très rapidement vous allez réussir à faire la part des choses. Moi, je pense que c'est plus pour lui justement. Au bout d'un moment, s'il continue à naviguer homme-femme, homme-femme, homme-femme. C'est au bout d'un moment, ce sera pour lui justement, où ce sera sa vie de couple hétéro qui va en prendre un sacré coup. Et si vous retrouvez entre les deux, là je pense que ce sera encore plus dangereux pour vous. Alors à moins que certains auditeurs disent, il y a Sergio, il y a Ninon qui dit, est-ce que ça serait pas un jeu du couple, ou est-ce que la femme ne serait pas au courant, au fond, ne se douterait pas de quelque chose? Alors voilà, il y a certains auditeurs qui posent la question. Peut-être qu'elle est à titre de rabatteuse, peut-être que l'expression est un peu fortement là, c'est fort, mesurée, quand même, hein. Peut-être fortement mesurée, mais on a, je sais, et je me suis pas réellement posé la question, mais il y a eu un moment où je me suis dit c'est quand même dingue. Parce qu'avec elle, on s'est rapproché. Je me suis fortement rapproché ces dernières semaines. Alors, est-ce que dans mon là, ça serait vraiment le dîner de cons ce soir-là, parce que c'est vous qui pensez, en fait, c'est vous. Le couple serait complètement, de mèche, et vous seriez au milieu, le dindon de la farce, quoi. Quel serait l'avantage pour elle? Je sais pas, peut-être un plan à 3, non? Des couples malsains. Un couple libertin, je sais pas, tout peut se concevoir, hein. Oui, moi j'avais pas vu cette option, effectivement. Oui. Je sais pas. Oui, j'avais pas. Si c'est oui. Enfin, il vous l'aurait peut-être proposé plus tôt aussi, hein. Je pense. Ça fait combien de temps que vous connaissez? C'est alors avec elle ou avec lui? Avec lui. Avec lui, ça fait presque 2 mois. Ah oui. C'est tout nouveau quand même. Oui, c'est nouveau. Oui. C'est nouveau, vous vous rendez compte? Oui, moi j'avais l'impression que j'aurais dû commencer par là. Oui, j'avais l'impression que ça datait de plusieurs mois. Qu'est-ce que vous voulez lui demander de construire son chemin? Il n'y a rien du tout, c'est ça que il n'y a rien. Non, lui, il se fait plaisir. Il se fait plaisir, et à côté, il a sa petite vie de famille. Si je peux me permettre juste un truc, je vais reprendre, comme j'étais intervenu il y a pas mal de temps sur autre chose, dans votre émission, Caroline, j'ai bien envie de redire la même phrase que vous, Caroline, vous m'avez dit, et moi je m'en souviens très bien, c'était vraiment, ne vous projetez pas trop, si ça ne fait que 2 mois, profitez justement, essayez de vous poser des limites, et essayez donc de poser des limites par rapport à votre... Par rapport au gars, je ne sais même pas comment l'appeler, donc voilà, par rapport au gars, essayez donc de lui poser des limites. Et vous, en fait, vous avez quel âge? J'ai à peine 30 ans. Moi, j'ai 31 ans. Franchement, je pense qu'à 30 ans, soit vous cherchez à vous stabiliser. Et là, en fait, je pense qu'il faut virer... si vous cherchez à vous stabiliser, c'est pas avec lui, hein. Surtout pas. En fait, j'ai un peu peur de cette stabilité, parce que j'ai connu la stabilité avec quelqu'un pendant des années, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à l'achat d'un bien immobilier, etc., où ça a duré pendant presque 8 ans. Donc, ça a été pas un échec, parce qu'il faut retenir les bonnes choses aussi, hein, faut pas voir que le négatif. Mais
au fond de moi, des fois, je me dis peut-être que j'ai un sentiment de culpabilité, mais je me dis, est-ce que cette situation que j'ai aujourd'hui, effectivement, ça me procure du plaisir, mais j'ai les avantages sans les inconvénients. J'aurais jamais connu cette femme. En fait, je pense que chacun serait resté chez soi. Bon, en tout cas, c'est comme ça, mais comme vous le dit Xavier, si vous voulez de la stabilité, c'est certainement pas avec cet homme. Pas avec lui. Voilà. Non, trop risqué. Trop risqué, et il est important de vous protéger à tous les sens du terme, j'ai envie de vous dire. Non, mais ça, parce que cette situation, vous risquez de laisser des plumes dans cette histoire. Il y a Namas qui envoie un mail pour dire de toute façon, David, un chemin se construit à deux. Claire qui dit par rapport à ce dîner aussi, le fait qu'il était aussi à l'aise, ça peut vouloir dire qu'il désire rien changer à sa vie, que sa double vie lui convient et lui conviendra de façon pérenne. Quelqu'un dit vous êtes peut-être une aventure qui pimente sa vie sexuelle et sa vie actuelle. C'est un peu le point de vue d'Eda qui dit, vous savez, un hétéro qui a des rapports avec un autre homme, ça peut vouloir aussi dire qu'il a envie de réaliser un fantasme sexuel. Lilia dit, votre ami est peut-être tout simplement bisexuel. Peu importe finalement ce qu'il est, on n'est pas là pour coller des étiquettes, mais pour voir comment vous pouvez vivre ça sans y laisser trop de plumes finalement dans cette situation. Et vous n'êtes pas le maître du jeu là-dedans. Hein. Et comme vous êtes en train de vous attacher, lui, il a un environnement à côté stable, pas vous. Donc faites attention à ça. D'accord. Merci David en tout cas de votre confiance et merci beaucoup Xavier d'être intervenu pour donner votre point de vue. Et en fait, si jamais David peut avoir besoin de conseils d'un petit citoyen, pas modèle, mais voilà, d'un petit citoyen, moi je peux laisser mon numéro, il n'y a pas de souci, sans problème. Je suis pas contre parce que vous avez vécu cette expérience de façon sans problème. Similaire et je pense que je ne serai pas contre hors antenne. Eh bien, ne raccrochez pas, Siba va vous mettre en relation hors antenne. Merci. Je vous remercie énormément, merci de m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Brigitte nous envoie un petit SMS pour dire la sincérité de David tranche avec l'espèce de cynisme tranquille de son ami. Et puis Ben dit mais était surpris par le fait que cette femme ait dit à David de s'occuper de son mari. Alors David, pour ne pas être reconnu, ne disait pas le métier qu'il faisait, mais c'est un métier qu'il peut faire à domicile. Voilà, c'était dans ce sens-là qu'elle lui avait dit de venir faire cette activité à domicile, ne sachant pas que, a priori, qu'il était l'amant de son mari. Voilà. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Bonsoir. J'ai 68 ans là et j'ai vécu 35 ans avec mon mari, mais bon, j'étais pas tellement heureuse avec lui parce que je me sentais soumise à lui. Et il avait par moments, lui, il s'estimait être l'homme, donc celui qui commandait, et j'ai pas reçu de tendresse déjà, de caresses avant de me marier. Et donc là, j'ai demandé le divorce après 35 ans de mariage lorsque mes 3 filles ont été élevées et que je les sais heureuses avec un compagnon chacune. Ah oui, c'est ce qui a finalement... C'est ce qui a motivé votre demande, de savoir que vos filles étaient élevées et oui, jusque-là vous vous consacriez à l'éducation de vos enfants. Quand ça allait pas déjà avec lui, il m'avait dit si tu demandes le divorce, moi je garderai les enfants. Et je me suis dit les enfants ils les auront pas, donc j'attends qu'elles soient majeures. D'accord. Et je suis grand-mère donc de 2 petits-enfants. Et comme j'étais très fusionnelle avec la dernière, et qui est handicapée à 80%, de handicap du comportement, moi je suis partie vivre beaucoup plus loin, comme j'aimais pas la région parisienne. Je suis à Luçon, là presque, dans les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, quoi.
Alors, ce qui se passe, c'est que comme j'ai énormément manqué de tendresse et de caresses, je suis tentée à aller avec le premier homme qui me fait des propositions, quoi. Et je suis tombée plusieurs fois sur des mauvais, dont un prisonnier, donc je ne pouvais plus revoir ma petite fille, on m'avait privé. Un autre qui... je voulais, étant donné que je suis chrétienne, je voulais en même temps répondre à l'évangile en allant devant lui pour l'aider et tout. Et ça allait pas. Et là, dernièrement, j'ai fait la grosse bêtise, moi qui ne buvais pas de vin, aller avec un, sans même savoir, j'étais comme dédoublée dans ma personnalité. Je me suis mise à boire de l'alcool, à le faire venir chez moi, et ça a fini par une bagarre entre deux hommes, quoi. Et mon frère qui ne me parle plus, mais ça, mon frère qui me parle plus, ça m'est égal. Mais parce que j'ai gardé l'amour de mes enfants, mais c'est plutôt. Et quel est le problème actuellement? C'est le fait que ça vous culpabilise de rencontrer des hommes, vos désirs, le désir que vous éprouvez par rapport à votre côté religieux? Je suis tentée à aller avec dès qu'il y en a un qui s'approche et qui essaie de me prendre dans les bras, je cherche pas d'où il est, je me laisse faire parce que vous éprouvez du désir. Mais parce qu'il y a eu trop de frustration finalement. Oui, trop de frustration, oui. Oui. Alors le problème, c'est que le risque, comme vous dites, c'est que emporté par votre désir, après vous ne, il n'y a plus de discernement au risque d'aller avec des gens qui peuvent être mauvais pour vous. Et tout, oui. Et qui vous alors si en plus vous vous mettez à boire, effectivement là vous oui. J'ai arrêté, mais je suis toujours tentée à aller au café où il se trouve sans lui parler, sans boire d'alcool. Mais là, par exemple, aujourd'hui, il m'a vu, il m'a envoyé des messages, auxquels je n'ai pas répondu, évidemment. En même temps, je me fais des soucis pour ma plus jeune qui est quand même fragile et qui, elle aussi, a besoin de se sentir aimée et qui s'est fait avoir par un garçon qui était pas sérieux, quoi, dans le CAT où elle est. Et là, comme elle vient de commencer dans son CAT, elle peut pas changer tout de suite. Et disons que moi, c'est vrai que disons que je me sentais pas aimée chez moi, bien que j'ai un frère et une sœur, c'est pas qu'ils me le disaient pas, mais ils me le démontraient pas assez. Et là, j'ai toujours eu l'impression d'être la fille d'eux, ou alors l'épouse d'eux, ou la mère d'eux, mais pas vivre pour moi-même, quoi. Et donc, après, je me suis dit, tant pis, s'il y en a un qui me propose, j'y vais, quoi. Et ça a été très loin, parce que je me suis dégoûtée par moi-même, quoi, après. Oui, et c'est là où ça ne va pas. Parce que vous êtes en attente d'affection et de tendresse, et il y a un malentendu, ou voire même après tout, vous avez le droit d'éprouver du désir et de vouloir aller plus loin. Mais vous pouvez rencontrer de la brutalité, de l'avidité, enfin, ça ne correspond pas à vos attentes. Mais j'ai rencontré un qui m'a poussé à boire et qui est venu un soir avec un autre et qui ça finit qu'il y en a un qui a mis celui avec qui j'étais par terre, quoi, parce que je l'ai rencontré dans un café, je l'ai connu dans un café, et l'autre, moi-même j'étais contente parce que il l'avait mis par terre et que j'étais contente de voir que celui qui m'avait fait croire qu'il m'aimait, qu'il ne m'aimait pas, était rabaissé.
mais j'étais vraiment en dépression, quoi. Bon, il faut déjà soigner cette dépression. Vous avez un lieu pour en parler? Moi, je suis suivie par une infirmière psychologue, par un psychiatre aussi. Et l'infirmière m'a dit qu'il fallait que je me calme parce que sinon, ça risquait de finir à l'hôpital psychiatrique, quoi. Alors donc. Que vous vous calmiez par rapport à ces aventures que vous avez. À ces tendances, oui. Mais parce que ça vous dites qu'après vous sentez mal finalement, angoissé, vous vous en voulez. Et puis, oui, c'est un peu destructeur. Les enfants me donnent le mauvais exemple. Qui vous donne le mauvais exemple? Que moi je donne le mauvais exemple. À qui? À mes enfants. Mais vos enfants sont grands, c'est pas le problème. Ouais, mais ma petite fille, j'avais promis de plus boire du tout et elle a su que j'avais rebu, elle avait plus confiance en moi, quoi. Elle avait plus envie de me voir. Elle a quel âge, votre petite fille? Elle va avoir 11 ans. Oui. Mon petit-fils, lui, il a que... oui, c'est-à-dire qu'effectivement, si il vous voit dans cet état-là, c'est angoissant pour des enfants et ils perdent confiance, oui. Ils m'ont vu en pleine crise de nerfs. Alors, l'une de mes filles, donc elle a appelé la famille pour prévenir et tout, quoi, parce qu'elle savait plus quoi faire. Et comme elle est elle-même protégée par... elle est dans sa CAT et qu'elle est fragile. La curatrice m'a dit, vous mettez en danger vos enfants qui sont vulnérables et vous-même vous qui êtes vulnérable et il y a 2 jeunes dans la maison. C'est très malsain, quoi. C'est important. Si vous voulez, le fond du problème, c'est votre dépression. Donc, il faut vraiment... le fond du problème, pour moi, c'est le fait que j'étais frustrée, que... oui, mais ça... on me disait pas qu'il m'aimait, mais il me disait pas. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'elle est là. Le fond du problème est là. Ça entraîne cette dépression, ce vide que vous cherchez à combler auprès d'hommes comme ça, que vous rencontrez au hasard de vos pérégrinations. Bon, et ça ne comble rien, ça ne fait que renforcer la mauvaise image que vous avez de vous-même. Donc c'est vrai que l'infirmière a raison quand elle vous dit qu'il faudrait arrêter d'aller comme ça traîner dans ces cafés où vous rencontrez souvent des gens qui sont eux-mêmes perdus, qui ne vont pas bien. C'est-à-dire que moi, je voulais les aider à s'en sortir mieux. Vous pouvez pas les aider parce que vous-même, vous n'allez pas bien en ce moment. C'est ce que m'a dit l'infirmière. Donc, pour aider quelqu'un, il faut être soi-même solide. Or, actuellement, vous ne pouvez pas les aider. Alors, peut-être que quand vous irez mieux, vous pourrez, au vu de votre expérience, aller faire partie d'associations, aller dans des associations alcooliques anonymes, aller dans des associations d'écoute. Des associations, déjà. Vous pourrez. Mais pour le moment, aidez-vous, vous. Commencez par vous. Aide-toi, vous me dites que vous êtes chrétienne. J'ai besoin de me sentir utile. Oui, soyez utile à vous-même, Geneviève. Vous dites que vous êtes chrétienne, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Commencez par vous. C'est pas facile. Mais vous n'êtes pas toute seule, vous avez déjà... vous êtes suivie au CMP, vous avez l'infirmière. Mettez toute votre énergie là-dedans. Oui. Parce que sinon, les associations, ça m'aide. Ça me donne des Je vous amis. entends mal, hein, la liaison est très très mauvaise. Ouais. Les associations, ça m'aide. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'étais faite pour faire du théâtre, de la comédie, et mes parents, surtout mon père, il est mort, mais je lui en veux encore, parce que il a pas voulu que je le fasse, quoi. J'arrive pas à pardonner, parce que pour moi, c'était l'échec de ma vie. Et pour le moment, vous êtes dans ces échecs, dans ce que vous avez mal vécu. Il y a la priorité, je vous dis, c'est de continuer à aller régulièrement à vos rendez-vous, à parler de ce qui vous fait mal, de ce qui vous fait souffrir, à soigner cette dépression parce que on s'en sort, et à arrêter parce que si vous voulez, c'est vrai qu'il faut vraiment soigner aussi
ce problème d'alcool que vous avez derrière, parce que c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Plus, si vous consommez de l'alcool, ça va alimenter votre dépression. Plus vous allez boire, vous me dites que vous ne buvez plus, mais vous savez, quand vous allez dans ce café, parfois essayer de revoir cet homme que vous avez vu, vous pouvez être amené, être tenté à consommer à nouveau un verre, et ça ne peut qu'alimenter votre état dépressif. Donc, faites attention à ça. Je sais que c'est difficile parce que parfois, quand on va pas bien, on peut être tenté. Soignez-vous, allez au CMP, voyez l'infirmière, voyez votre psychiatre. Donnez-vous du temps. Et à un moment, vous verrez un petit peu tout ça et vous verrez les choses différemment, surtout en étant un petit peu plus optimiste. Vous voyez, acceptez aussi ce temps-là. Bon courage, Geneviève. Au revoir. Et un mail de Chaudron de la Barque qui revient sur le témoignage de David, qui est l'amant d'un homme marié. Il dit: alors que vous êtes sur le point de faire le choix du cœur, votre charmant, lui, fait celui du corps sur sa branche perchée. Il vous conte fleurette et vous vous déplumerez sous son regard amusé. N'oubliez pas que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Sa stabilité familiale le met à l'abri de déconvenues sentimentales, alors que vous, jeunes perdreaux apeurés, vous n'avez qu'une seule envie, vous abreuver de ces paroles rassurantes, justes, parce que ça peut faire du bien d'y croire. Cela dit, essayez de garder la tête froide et quelle que soit votre attirance et votre attachement pour ce monsieur, demandez-vous ce qui vous convient le mieux et évitez de devenir un simple exutoire sexuel car vous semblez avoir envie d'autre chose. Prenez bien soin de vous et ne bradez pas vos sentiments. Votre charmeur ne semble pas le mériter. Douce nuit à vous. On va maintenant accueillir Camille. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Camille. Eh bien, merci beaucoup d'avoir sélectionné mon appel. Mais je vous en prie. Voilà, donc je souhaitais vous faire part de mon étonnement un peu quand j'entends assez souvent parler de gens radins. Oui, on en a parlé hier soir. Ah, oui, justement, c'est au sujet de hier soir. J'ai pas entendu toute votre émission. J'aime bien vous écouter tous les soirs, mais on fait pas toujours ce qu'on veut. Et j'en ai entendu qu'une partie. Alors, il était question de radin. Bon, alors, il y a pire que d'habiter avec un radin. Alors, dites-moi, radin, c'est quoi? C'est d'avoir des gens, des paniers percés. Ah, c'est compliqué aussi. Ah oui, oui, oui. Les deux extrêmes sont compliqués alors, à vivre. Les deux extrêmes, oui. Mais alors, quelquefois, on a tendance à voir une personne radin, alors qu'en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il ne peut pas dépenser plus qu'il ne gagne. Et à l'heure actuelle, on manque beaucoup de ces gens-là parce que voir tout le surendettement qu'il y a. Et le surendettement, ça cause des ravages énormes. Oui, alors, j'étais assistant social. Hein. Comment? Oui, d'accord, oui, c'est alors, votre métier. Bon. Alors, vous voyez... Oui. Donc, vous avez vu, c'était dans votre quotidien, votre... oui. Oui, non, mais attendez, vous allez dans les extrêmes, parce qu'on peut, bien sûr, dépenser l'argent qu'on n'a pas, c'est effectivement problématique. Ah oui. Je suis bien d'accord avec vous. Pour autant, le radin, lui, il entasse, il accumule, il dépense pas, quoi. Vous voyez, il sait même pas se faire plaisir. Oui, il dépense pas. Il faut pas tomber dans les extrêmes, bien sûr. Mais j'ai remarqué, moi, vous voyez, souvent, mon expérience professionnelle, hein, que souvent, il y avait des gens qui taxaient leur conjoint de radin, alors que en réalité, c'était tout simplement des économes. Oui, alors après, on joue sur les mots. On ne peut pas dépenser l'argent deux fois, faut tout de même y faire attention. On a du mal à le gagner et il repartirait plus vite que... Non, vous ne croyez pas? Mais là, j'ai été un peu perturbée parce que Fifi vient de m'amener un petit mot pour me dire quel est le comble de l'homme heureux, vous le savez? Ah non, mais je vais apprendre quelque chose là. Ah, c'est gagner plus que sa femme ne dépense. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bien une réflexion d'homme, ça. Hein. C'est vrai, c'est une réflexion d'homme. Hein?
Ah ben ça, c'était une chose qui avait cours quand l'homme Et il était est content, chef de mon famille. Fifi. Il est heureux. Comment ? Ça, c'était une chose qui avait cours quand l'homme était chef de famille et que l'inconvénient de l'avantage, c'était que c'était à lui de subvenir à tous les besoins du ménage. Mais comme les femmes travaillent, maintenant, elles ont le droit de dépenser. Alors, oui, mais pas plus qu'on ne gagne. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Bien sûr que c'est très problématique d'aller dépenser, se montrer généreux avec de l'argent qu'on n'a pas, et le surendettement est un vrai problème. Oui, et alors, vous voyez, surtout, moi je suis d'une époque, je ne suis pas tout jeune, hein, bien sûr, et je suis d'une époque où les parents disaient toujours aux enfants, quand on n'a pas de sous, on n'achète pas. Cela dit, on pourrait voir aussi, c'est vrai, faire appel à la responsabilité individuelle, mais il y a aussi les organismes de crédit, il faudrait aussi quand même un peu les pointer du doigt parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Oui. Quand même aussi. Oui. Donc, enfin, merci en tout cas pour ce petit coup de gueule, mon cher Camille. Alors, merci à vous. Donc, alors, il faut qu'on se quitte parce que c'est le journal de minuit. Merci beaucoup, Camille. Oui. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Merci. Moi aussi, au revoir, Camille. C'est la deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes en direct jusqu'à 1h et vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de tout ce qui fait votre vie. Vous pouvez également nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Et une fois n'est pas coutume, des SMS pour Fifi. Eridan qui dit ce que j'aime chez Fifi, c'est que son esprit rayonne en silence. Il me rappelle cette phrase de Beckett. Réfléchir, c'est écouter plus fort. Allez, Fifi, baisse le son, qu'on réfléchisse vraiment plus fort, qu'on écoute en tout cas. Là, il rayonne vraiment, hein, Fifi, parce que vous le faites rougir. Voilà. Allez, on va accueillir Bernadette, je crois. Bonsoir, Bernadette. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes enseignante, Bernadette. Oui, allô. Je vous entendais plus. Ah, allô. Oui, ça y est. Donc, je suis professeure des écoles en CM2 dans une école privée. Et donc, chaque année, j'ai un thème j'adapte les enseignements par rapport à ce thème-là. Et cette année, c'est La vie est un voyage. Et donc, le premier jour de l'école, début septembre, je leur ai demandé d'écrire « Pour moi, la vie, c'est » et « Pour moi, le voyage, c'est ». Oui. Et donc, il y a un élève qui m'a répondu « Pour moi, la vie, c'est l'enfer. Bref, je veux me tuer. Je m'ennuie à l'école, il ne se passe jamais rien. Je déteste les scouts et je déteste les autres. Et le voyage, c'est bien amusant, on peut courir, crier, sans adulte bien sûr, la seule chose positive dans la vie. Donc le voyage. Et donc, quand j'ai vu ça, je suis allée voir ma direction, je lui ai montré. Et ensuite, j'ai convoqué les parents, j'ai vu la maman, qui était atterrée et à qui j'ai donné une adresse, en discutant avec elle, elle m'a demandé un numéro de téléphone, une adresse de psychologue, ce que je lui ai donné. Oui. Et elle m'a demandé, il faut que son père, il faut prévenir son père. Et donc elle m'a dit, donnez-moi une photocopie, je vais en parler avec lui. Donc après j'ai demandé à l'enfant, est-ce que tu en as parlé avec papa? Il m'a répondu non. Et puis j'ai laissé, j'en suis restée là. Et lundi, en cours de géographie, il est en train de coller des feuilles n'importe comment. Je regarde son cahier de géographie, je dis mais où est ta leçon? Il me dit je sais pas, Et je dis il va falloir refaire ce cahier. Et tout d'un coup, il s'est mis à hurler, je me barre de cette classe de merde. Et donc j'avais 30 enfants devant moi, ce que j'ai fait, je l'ai retenu. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le retenir, et puis donc les enfants assistaient à ça, et il a hurlé, et vous, je vais vous tuer. Donc j'ai eu le temps de demander à une élève d'ouvrir la porte de ma collègue à côté. Oui. Il a dit non, elle le fera pas, donc elle l'a fait.
Et il hurlait tellement que quelqu'un est arrivé au secrétariat, la direction est arrivée, etc. J'ai réussi, si vous voulez, à le maintenir, etc. Bon, à être maître, oui, plus ou moins. Donc on a convoqué les parents, etc. On a envoyé un mail au psychologue qui doit voir l'enfant. Oui, oui. Mais d'ici là, moi je suis démunie. Je ne sais pas trop comment agir. Donc il a un avertissement de discipline, sachant que c'est d'un autre ordre. Oui. Et il est revenu mardi matin. La direction lui a demandé qu'il présente ses excuses aux élèves, ce qu'il a fait. Mais après, en riant un petit peu, il m'a présenté une lettre d'excuses. Et puis bon, la journée s'est pas trop mal passée. Mais maintenant, il peut recommencer. Je sais pas. Oui, je sais pas vous le sentez que ça peut recommencer d'un moment à l'autre, quoi, qui va mal et que ça peut exploser. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Jusque-là, avant cette rédaction, c'est un enfant qui ne présentait pas de troubles du comportement. C'est un enfant qui, en fin de CM1, dans la forêt, est parti. Donc l'enseignante a réussi à le récupérer, sauf qu'on m'a rien dit. Et c'est en posant des questions à mes collègues, on m'a dit, oui, voilà, il s'est passé ça. Mais les parents apparemment n'étaient pas au courant et la direction non plus. Donc, et la maman m'a expliqué qu'en 2009, la même chose, avec sa grand-mère, dans les rochers, je ne sais pas trop où, il était parti aussi. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire mardi, c'est être minimaliste. C'est un enfant qui serait précoce, hein. Il avait oublié un livre, j'ai dit c'est pas grave. En gros, il faisait pratiquement ce qu'il voulait. Sauf que j'ai 30 autres enfants. Il y a quand même des exigences à avoir, etc. pour les autres. Mais jusque-là, il n'avait pas de. Je veux dire, il n'était pas insolent avec vous. Il n'avait pas de. Hormis ces fugues là qu'il faisait, il n'avait pas de troubles du comportement. Il n'était pas agressif avec ses camarades. Non. Il n'était pas insolent. Il avait des problèmes de relationnels avec ses camarades, notamment avec les filles. Ça avait été Qu'est-ce signalé. qu'il faisait avec aux filles? Mais je sais pas. Oui, parce que je sais pas. C'est tout ce qui avait été écrit. Donc parce qu'il dit que les adultes, finalement, un monde sans les adultes, ça serait bien. Enfin, c'est les adultes qui posent problème. C'est les adultes qui posent problème. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas l'autorité. C'est compliqué parce que c'est un enfant, vous savez, des enfants difficiles, problèmes d'autorité, qui essayent de vous provoquer sans arrêt. Oui. J'en ai connu beaucoup, mais un enfant comme ça, non. C'est la première fois que je suis face à un problème comme ça. Et... En tout cas, vous avez très bien réagi, moi je trouve. C'est-à-dire que quand on a c'est alarmant ce qu'il dit dans cette rédaction. C'est-à-dire que c'est-à-dire que sur le moment, quand il dit un enfant qui dit c'est ma vie, c'est l'enfer, je veux mourir, il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'un enfant qui parle de mort, un enfant qui a quoi, il a 10 ans là. Oui, il a à peine 10 ans. Oui. Bon, on sait qu'il faut être il a 10 ans, oui, mais on sait qu'il faut être vigilant. C'est un enfant qui parle de mort, qui écrit ça, ça peut être un appel au secours. C'est pas anodin. C'est une rédaction que vous lui demandez. En fait. C'est libre, hein, donc il n'y avait pas de thème imposé. Il vous écrit ça, il sait en même temps que ça va être lu. Ah oui, et bon. Je ne le connaissais pas. C'était le premier jour. Donc on ne peut même pas dire qu'il a eu le temps c'est pas moi le problème en fait. Mais non, c'est pas vous le problème évidemment. Il dit bien d'ailleurs, ce sont les adultes. Oui. Donc évidemment, il y a quelque chose au sein de la famille. Il y a alors en même temps, les parents ne se sont pas fermés. Apparemment, eux-mêmes disent vous ont tout de suite demandé les coordonnées d'un psy. Je pense qu'il y avait sans doute un mal-être. Il y avait des choses. Certainement. Mais là, si vous voulez, pour qu'ils réagissent aussi vite. Ça a le mérite d'être clair parce que pour qu'ils réagissent aussi vite, oui, ils n'ont pas paru étonnés, d'après ce que vous dites.
si, la maman était atterrée. Atterrée, mais bon. Mais voilà, c'est ça, pas étonnée. Oui, atterrée, c'est pas étonnée, hein. Oui, j'emploie le mot atterré, oui. C'est pour ça, j'ai relevé. Vous avez dit atterré, mais pas étonné. Oui, mais... Il y a de quoi être atterré, hein, mais en même temps, c'est pas... Vous voyez, parfois, il faut digérer le choc, mais tout de suite, elle vous demande les coordonnées. Enfin, ça va très vite, quoi. Mais tant mieux. Ça va très vite, c'est comme si... C'était la suite de quelque chose, oui. Ah oui, oui. Ça pour moi la vie c'est, moi je m'attendais à tout sauf à ça. Oui. Alors que dans... les parents, enfin la mère semble-t-il, c'était comme la suite de quelque chose et on peut le penser. Tout à fait, oui. Bon, alors en même temps, à cet âge-là, parfois, vous savez, un enfant peut dire, et c'est terrible, mais il peut avoir une réflexion. On sait qu'il faut être vigilant chez certains enfants. À cet âge-là, aussi, le fait, une réflexion sur une mauvaise note. On se souvient la petite fille, je sais bien, mais une petite fille, vous vous souvenez cette petite fille qui était diabétique, qui supportait plus son traitement et qui a mis fin à ses jours. Enfin, vous savez, l'enfance, c'est très particulier, les enfants qui parfois veulent mourir, effectivement. Ça peut être suite à quelque chose qui, nous, adultes, nous paraît complètement dérisoire. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant et qu'un enfant qui l'écrit, qui le met ou qui le dit, il faut vraiment le prendre quand même au sérieux parce que c'est quand même, ça peut être, au sens propre du terme, un véritable appel au secours. Donc, vous avez très bien réagi et peut-être... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'ici là, est-ce que vous envisageriez de le voir à part, à un moment, voyez, que les autres ne s'en rendent pas compte, qu'ils soient pas non plus... C'est-à-dire que si vous voulez, les autres, ils ont vécu, ils étaient là, ils ont assisté à la scène. J'ai bien compris. Et donc j'ai reçu une maman mardi soir pour toute autre chose, elle a pris rendez-vous, et elle m'a dit, mais... mon enfant était complètement traumatisé et j'ai pas pensé, et elle m'a dit, ils ont eu peur qu'ils s'attaquent à eux, et j'y ai pas pensé à ça. C'est vrai qu'avec avec ce qu'on entend aujourd'hui de la violence. Et je dis, vous faites bien de me le dire parce que c'est vrai que moi, je n'avais qu'une idée en tête, éviter qu'ils s'en aillent et rester dans la classe pour ne pas que les enfants soit tout seul. Parce que c'est compliqué à gérer quelque part. Donc, est-ce que depuis, vous remarquez que ça a changé quelque chose entre les autres enfants et lui? Alors, ce que j'ai fait... ils ont dit, il s'est excusé, ils ont dit on te pardonne. Bon. Et ce que j'ai fait mardi, simplement, je leur ai dit, pendant 3/4 d'heure, je suis pas revenue dessus, j'ai simplement dit je pense qu'on a un peu besoin, je sais pas si j'ai bien fait, d'un peu de temps pour soi. Donc je leur ai dit vous faites ce que vous voulez, mais vous restez calme, vous faites vos devoirs pour la semaine, etc. Et puis en fin d'après-midi, j'ai dit on prend 1 heure, on écoute beaucoup de musique et de chansons, et on va faire un peu d'expression corporelle, etc. dans une salle. Donc, on a eu c'est une excellente initiative, oui. On a eu on a une journée apaisée, si vous voulez. Oui, puis c'est ça, qui crée du lien, puis en même temps, c'est bien, ça passe par le corps, vous leur permettez de se détendre. Oui, c'est ça. Oui. Et puis ça crée une cohésion aussi de groupe. Mais c'est ce que la maman en partant, elle m'a dit, après tout, c'est la vie. Donc, puisque le thème c'est la vie est un voyage, et donc la maman que j'ai reçue le mardi, et quand elle m'a parlé de son gamin qui était traumatisé, et j'ai dit, et ce soir quand vous l'avez vu, donc elle m'a dit je l'ai vu à midi, ça allait, franchement ça allait, et puis elle m'a dit après tout c'est la vie, et peut-être que ça va donner une cohésion plus grande encore à la classe. Parce que vous avez aussi réagi comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à faire comme si... vous n'avez ni banalisé, ni dramatisé. Non. C'est-à-dire que vous avez traité le problème à sa juste mesure, quoi. Avec, vous voyez, à la fois en prenant vraiment au sérieux ce que disait cet enfant, et donc en signalant ce qu'il y avait lieu de faire, et en même temps en étant rassurante avec les autres enfants, parce qu'en tenant compte, voyez, vous avez adapté le rythme. C'est-à-dire que si vous leur aviez collé des exercices ou vous avez permis que cette journée qui avait été éprouvante pour tout le monde, vous leur avez permis de faire une pause comme ça, de musique, de danse, d'expression corporelle, enfin que chacun puisse s'apaiser.
sachant que pour moi, ça avait un sens dans la mesure où c'était sur des chansons qu'on avait chantées en classe avant. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de problème de comportement. Vous savez, dans ces cas-là, les enfants, ils ont souvent tendance, quand c'est moins cadré, à en profiter. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, ils ont respecté les consignes. Vous mettez par 2, vous mettez par 4. Chacun montre à l'autre ce qu'il a fait. Et finalement, ça s'est bien passé, je veux dire. Et alors, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que c'était un choc, mais c'est plutôt quand je le raconte aux autres que ils me disent mais c'est très grave. Et c'est là que je me dis, alors je sais que c'est grave. Oui. Mais et qu'est-ce qui est grave quand ils vous disent c'est très grave? Qu'est-ce qui est grave? Mais c'est parce que des c'est mots ça un comme peu. ça. Les mots voilà qu'utilise l'enfant. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, il y a une grande violence. On sent qu'il y a une grande violence et derrière cette violence, une grande souffrance. Oui, parce que j'ai pas perçu ça moi comme. J'ai perçu ça comme une souffrance énorme. Ah, oui, donc... mais oui. Et le midi, j'ai simplement dit à ma collègue avec qui je mangeais, je dis tel enfant, il est pas bien. Mais j'ai dit ça, vous savez, je pouvais me tromper. Oui, hein. oui. Et le problème, c'est que c'est parti, j'ai rien vu venir, quoi. C'était comme un volcan. Ben oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui entre en éruption là. C'est pour ça que vous avez peur que ça recommence. Si ça recommençait, je crois qu'à ce moment-là, il faudrait un peu mais c'est ça. Vous êtes seul dans la. C'est comment d'ici le rendez-vous chez le psychologue, parce qu'après, je pense que je vais pouvoir travailler avec le psychologue en équipe éducative, etc. Mais comment il a lieu quand ce rendez-vous? Normalement le 15 octobre, mais on a essayé de l'avancer. Ma directrice a essayé d'envoyer envoyé un mail pour demander d'avancer le rendez-vous. Et bon, pour l'instant, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'être minimaliste, en fait. Mais moi, je crois que vous avez raison. Je crois que en fait, le plus judicieux est de ne pas le marginaliser. Ah non, du tout. Ah ben bien sûr que non. Non, mais je sais bien que vous n'allez pas le marginaliser. Mais voyez ce que vous avez fait par rapport au groupe, c'est-à-dire ce qui est important pour lui et ce qui peut être très structurant, c'est que ce que vous avez permis avec le fait le groupe, d'assurer comme ça, de maintenir la cohésion du groupe, qui ne soit pas rejeté par le groupe. Pour lui déjà que l'école c'est problématique, il y a quelque chose qui se sente ça peut même resserrer ressouder le groupe, donc faire en sorte que parce que ça pourrait renforcer son agressivité ou sa violence s'il se sentait mis à part, y compris par vous. Ah non, mais pas. Donc que vous le considériez comme les autres. Exactement. C'est-à-dire, oui, il y a eu cet incident, vous avez signalé, mais à côté de ça, il est comme les autres. C'est-à-dire que vous faites le cours de la même façon, malgré, j'entends bien et je comprends votre appréhension, mais vous n'en faites ni plus ni moins avec lui. Non, mais voilà, je voulais savoir si c'était la bonne solution, quoi. Moi, je crois. Parce que c'est pas votre rôle. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire, mais sinon vous entrez dans un autre. Je ne peux pas, je peux pas rentrer là-dedans. Vous entrez dans un autre niveau et qui serait peut-être pas forcément bon pour lui, parce que les enfants aiment pas être. Si vous voulez, c'est ce que je voulais dire par marginaliser. C'est un peu fort, mais être. Qu'on lui fasse sentir cette différence. Déjà, vous voyez, il a dû être mal à l'aise après coup. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très pulsionnel qui est sorti à ce moment-là, de sa souffrance, hein, quand c'est sorti comme ça. Vous avez dit, c'est volcanique, quoi. C'est bon. Une fois que c'est retombé, il a dû se sentir très mal. Oui, et puis bon. Vous voyez, après il a dû être obligé de faire des excuses. Enfin bon, donc là il n'ai rien demandé. Non, mais j'ai bien compris. Mais de toute façon, bon, c'était nécessaire. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit dit quand même après un tel passage à l'acte. Mais donc là, il s'est distingué, mais pas au bon sens du terme. Non. Donc maintenant, il vaut mieux, vous voyez, il redevient dans le groupe. Il faut qu'il soit dans le groupe et un élève parmi d'autres.
c'est ça. Donc oui. quand vous dites minimaliste, oui, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que vous vous comportez avec lui comme avec les autres. Bien sûr que dans le fond, vous avez un œil particulier, mais il faut pas que lui sente que vous êtes particulièrement sur lui, parce que ça ne pourrait que renforcer un comportement même provocateur vis-à-vis de vous. Voyez, il pourrait avoir, c'est-à-dire même un peu chercher à vous provoquer. S'il est dans quelque chose de, voyez, un problème d'autorité, cherchez. Il faut un peu même, vous le remettez à sa place, comme vous le feriez avec d'autres, mais ne pas trop relever, enfin, voyez, mais je crois qu'il a perçu que, bon, il y avait une ouverture, mais que je représentais aussi l'autorité. En tout cas, vous réagissez, que vous ne laissez pas, parce que pour le moment, bien sûr il se dit, il craint certainement les retombées. Il a vu, c'est allé à la directrice, les parents sont au courant, il a peur, vous ne savez pas ce qui se joue dans son milieu familial. Qu'est-ce qui est en cause? Donc, lui, il sait, il peut avoir peur de tout ça, que les choses, qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va émerger? Il y a certainement, il y a une souffrance, il y a une peur, vous ne savez pas ce qui est en jeu. Donc, mais en même temps, vous êtes aussi celle qui, dans ce qui est quand même un appel au secours, l'avait entendu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, vous voyez, il y a quand même certainement beaucoup d'ambivalence, évidemment, sur le moment, ce qui explique cette réaction de colère, liée certainement de la peur aussi, mais en même temps, vous êtes celle qui l'avait entendu. Alors que peut-être jusque-là, on ne l'entend pas. Et peut-être ce petit garçon a certainement beaucoup de raisons d'en vouloir aux adultes. Oui. Or, dans tous ces lots d'adultes, il y a un adulte, vous en l'occurrence, qui l'avait entendu. Donc, bon. Bon, écoutez, je vous remercie. Alors, si cela dit, avant le rendez-vous avec le psy, il y avait à nouveau, ce que je ne souhaite pas évidemment, ni pour vous, ni pour lui, une nouvelle crise, je pense que là, il faudrait vraiment le prendre à part. Si vous pouvez, puisqu'avec votre directrice... C'est la directrice qui l'a fait, et je pense que pour le coup, elle a perçu la gravité. Bon, vraiment, oui. Que là, c'était grave pour l'enfant. Oui, le prendre à part et lui parler, mais que vous soyez présente. C'est-à-dire que de vos mots, avec vos mots à vous, vous disiez bien que vous ne faites pas ça pour l'embêter et pour l'ennuyer, mais parce que vous sentez qu'il ne va pas bien et que c'est important qu'il puisse parler à quelqu'un dont c'est le métier d'écouter les enfants qui ont des problèmes comme ça dans leur tête, qui ont des choses comme ça qui leur font mal dans le cœur et dans la tête. Oui. Et que c'est pour ça que vous en avez parlé. Oui, tout à fait. Oui, hein? tout à... mais pas pour l'embêter. Oui, et puis de toute façon, dans ces cas-là, on n'a pas le choix. Il faut le faire. Donc, sans exagérer, hein, sans du tout... Non, mais simplement mettre des mots là-dessus. Et puis peut-être aussi par rapport à sa précocité, si vous disiez s'il y a une précocité, ça, le psy qui le verra, je reçois un message là-dessus, dira aussi, parce que ça peut aussi créer un problème par rapport à son ennui. Il y a peut-être des choses à faire. Bon, il a dit qu'il détestait les scouts. Il faut quand même voir de ce côté-là. Ah, ça y est, mais qu'est-ce qui se passe? De toute façon, en recevant la maman, je lui ai dit, écoutez, il faut arrêter les scouts. Oui, mais il faut voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Pourquoi il déteste autant les scouts? Oui. Bah oui, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Parce que c'est bien beau d'arrêter, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Oui, c'est vrai. Oui, il dit des choses quand même, là. Hein. Donc on laisse pas sans suite. Oui. Il faut tout... je ne dis pas, voyez, mais on écoute, on ouvre les oreilles et on creuse un peu. Hein. Oui. Voilà, mais ça c'est sera... pas à moi de le faire. Non, c'est pas à vous. Mais vous pouvez dire au psychologue. Parce que peut-être que, vous voyez, les parents, il y a peut-être des choses qu'ils ne diront pas. Vous pourrez dire, voilà, moi, ce que j'ai lu ou entendu. Oui, de toute façon... Vous lui confierez la rédaction. Oui, de toute façon. C'était dans la rédaction. Ah oui, c'était dans la rédaction, tout à fait. Bon, c'est important que le psychologue le sache. Mais c'était... Oui. C'est des pistes. Tout ça, ce sont des pistes. Il faut voir pourquoi cet enfant est dans une telle souffrance, pourquoi il déteste les scouts, pourquoi il déteste les adultes, pourquoi finalement il n'a... Vous voyez, tout ça, ce sont des pistes. Il faut voir qu'est-ce qu'il en est, hein, pour essayer de comprendre d'où vient la souffrance de cet enfant.
D'accord ? Oui, tout à fait. Bon, voilà. Merci. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir. Merci. Au revoir, Bernadette. Bonsoir, Alexandre. Alexandre ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Ah, on a perdu Alexandre. On a un petit souci. Bon, alors un petit souci avec son téléphone. Un petit message de Yannick qui est dans les Ardennes et qui revenait sur le témoignage de Bernadette qui nous parlait de cet enfant qui était en souffrance. Yannick dit oui, cet enfant souffre et réagit d'instinct, et qui dit en tout cas vraiment cette enseignante est vraiment très bien. Et puis Paul aussi qui a appelé le 3921 en disant j'ai beaucoup d'estime pour cette institutrice qui n'hésite pas à faire part de son désarroi et qui a très bien réagi dans toute cette histoire. A-t-elle pris rendez-vous avec le père de l'enfant et c'est important qu'elle voit les deux en même temps ou séparément, nous dit Paul. Est-ce que... Alors je crois qu'on n'a pas retrouvé... Alexandre est sur répondeur. C'est un peu dommage parce que il était en attente depuis longtemps, Alexandre, et là, il doit plus avoir de... Comment dire ? De pile, j'allais dire n'importe quoi, ça va pas mieux, moi. Minuit 37. De batterie, voilà, plus exactement. Bon, alors Pauline n'est pas là non plus. Bon, allez, on va mettre un peu de musique et on va voir. C'est nous qui avons peut-être un souci avec notre ligne. Allez, un peu de musique. C'est moi qui ai des soucis là. Et on va rappeler Pauline, voir ce qu'il en est. Merci à Tom qui me dit j'ai des piles pour vous, si vous voulez. Allez, bonsoir Pascal. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis surpris, étonné et enjoué à la fois de vous avoir au téléphone. Ah tant mieux. Mais je vous écoute alors. Je sais pas trop par quoi commencer. J'ai eu votre assistant tout à l'heure qui m'a gentiment écouté en vidant mon sac. Et alors du coup, vous êtes un peu plus léger. Oui, je me sens un peu mieux. Ah tant mieux alors. Parce que j'appréhendais aussi cette entrevue, sachant que excusez-moi, je suis ému. Je connais votre émission depuis quelques années et je suis tombé dessus lors d'un début de grosse galère, une deuxième dans ma vie, entre autres. Enfin, je les compte plus, malheureusement. Enfin, bref. Il y a plus ou moins grosse galère et je suis ému, je sais plus trop quoi dire. En fait, je vous ai appelé parce que je suis dans une détresse épouvantable. Bon, certes, je sais qu'il y a des gens plus malheureux que moi, mais comme je disais à votre collègue au téléphone, je suis complètement paumé. Toutes les portes que j'ouvre pour essayer de me sortir d'une situation complètement précaire et quelque peu parfois dramatique à la fois. J'ai l'impression d'être repoussé à chaque fois. De quelle situation voulez-vous vous sortir ? Socio-professionnelle qui est complètement que je n'admets et comprends pas. Et pourquoi ? Parce que vous avez perdu votre emploi ? J'ai tout perdu dans la vie. Ma famille, mon emploi et ma concubine et depuis j'existe plus quelque part, en quelque sorte, plus exactement. Alors, et je continue à me battre parce que vous existez mais vous n'existez plus sur le plan vous voulez dire socio-économique, mais vous existez. Non, je suis pas moi-même. Vous vous sentez plus oui, vous-même parce que je respire et je mange. Mais je suis pas qu'un animal, quoi. Non. Enfin, nous sommes nous les êtres humains, je pense. Vous avez besoin de davantage. Des animaux doués d'intelligence quelque part. Et là, non, je sais pas pourquoi je me lève le matin, je sais pas. Vous voyez, je suis complètement confus là au téléphone. Ça fait un moment que je veux vous avoir en ligne, j'arrive toujours pas à m'exprimer correctement de manière à obtenir ce que je veux avec vous dans notre échange. Je n'existe pas et c'est la première fois que je vois ça dans ma vie, que je suis comme ça et
je comprends plus, quoi, dans le sens. Vous avez été licencié? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai été licencié économique. C'était le premier CDI que je signais de ma vie. Oui. Il y a combien de temps? Comment? Il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans? Oui, il y a une dizaine d'années. Et depuis, j'ai pas retrouvé de fonction de cadre. J'ai essayé de créer ma société et ça n'a pas fonctionné pour des raisons financières et d'encadrement. Et depuis, j'ai fait des jobs en attendant de retrouver une place correcte ou éventuellement d'avoir les moyens de créer mon job avec le parcours et le caractère que j'ai. Mais vous étiez jalousé, c'est ça, vous dites? Un peu tout le monde, on est un peu tous comme ça, on est tous plus ou moins jalousés vis-à-vis des autres. Mais non. Disons que j'ai été confronté à des situations, comment vous dire ça? J'ai rencontré trop de requins et de charognards dans ma vie et malgré tout, je continue à essayer d'exister. Mais tout seul, c'est difficile. Et je disais à votre collègue, tout simplement, pour certaines personnes, j'ai l'impression de vivre le film Brasil, qui est sorti dans les années, si ma mémoire est bonne, 80. Ah oui, je connais pas ce film. De quoi ça parle? Oh, c'est un... Je saurais pas vous le raconter puisque je le vis, donc c'est difficile à dire maintenant. Puis c'est vieux, mais c'est un vieux flash que j'ai dans... Mais si vous le vivez, vous pouvez le... Le film, en quelque sorte, il faudrait que je le revoie pour pouvoir... c'est quelqu'un qui est pris dans un ambroglio et comment exprimer ça? C'est un marasme. C'est comment dire ça? Faudrait le voir. Je peux pas le raconter. Il y a trop longtemps que je l'ai pas vu. Et alors vous dites vous avez perdu aussi votre compagne. C'est suite à votre perte d'emploi également qu'elle est partie? Oui. Disons que ça a été consécutif. Suite, malheureusement, j'ai toujours pas d'explication à son départ. 10 ans après. Un beau jour, elle m'a dit je pars. Elle est partie en emmenant tout. Je l'ai laissé faire parce que rien n'appartient à personne, on s'appartient à soi-même. Après, il y a des échanges possibles dans différents domaines, mais on va pas philosopher là-dessus. Mais oui, je me suis retrouvé à la rue. Et pourquoi justement, oui, vous dites vous n'avez plus de contact avec votre famille? Comment il y a eu un divorce et puis. Oui, mais avec votre famille à vous, pourquoi n'avez-vous plus de contact? Parce qu'il y a plus trop de dialogue possible, tellement tout le monde en a marre de ma situation, voilà quoi. Et puis moi, j'arrive pas à être moi-même vis-à-vis d'eux parce que je suis pas écouté. Voilà, il y a certains choix qui sont pas compris et puis ils ont aussi leurs problèmes, comme tout le monde. Peu de gens sont à l'écoute, parfois. Oui, mais est-ce que vous ne vous êtes pas coupé un peu à un moment parce que vous n'étiez pas bien de tout le monde? À un moment, faut couper le cordon, comme on dit. Non, c'est différent. Couper le cordon, c'est prendre son autonomie. Oui, je l'ai. Donc là, votre autonomie, l'autonomie en général, c'est que justement, c'est qu'on est, on vole de ses propres ailes, on est indépendant, on est adulte. Je sais que vous l'avez connu, mais là, finalement, vous êtes dans une situation plutôt de détresse. Ah oui, je suis un cassos. J'ai pas peur de le dire. Ah non, je me permettrai pas de dire ça parce que ça c'est péjoratif. Non, mais je le dis. Donc c'est pas couper le cordon là. Je le ressens comme ça. Toute ma vie, j'ai réussi à vivre plus ou moins du fruit de mon travail et de la reconnaissance des autres que j'avais à l'époque. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus dur aujourd'hui où vous avez accumulé des problèmes. C'est ça, et vous ne savez plus comment vous en sortir. Oui. Mais parce qu'il faut les prendre un par un. Pardon ? Parce qu'à un moment, il y en a trop qui se sont accumulés, que vous ne savez plus par quel bout les prendre. Tout à fait. Oui. Et je ne sais pas sur quelle structure vous appuyez. Me reposer. J'ai essayé les structures médicales. Il y a eu, comme je disais à votre collègue, avec certains psychiatres et psychologues, il y a eu des échanges, des dialogues. Avec d'autres, ça a été des murs. J'ai essayé donc de me reconstruire professionnellement.
Ça fait 10 ans que j'y arrive pas. Je suis confronté à des barrières administratives. Et qu'est-ce que vous voudriez faire? Des égos surdimensionnés. Comment? Qu'est-ce que vous voudriez faire? À l'heure actuelle, je sais plus. Fut un temps, je savais, mais à l'heure actuelle, je sais plus. Qu'est-ce que vous faisiez? Comment? Qu'est-ce que vous faisiez? Métiers. Je suis reconnu professionnel comme peintre en bâtiment décorateur. Oui. J'ai été mécanicien aéronautique. Je suis reconnu professionnel aussi parce que dans tous ces métiers, j'ai plus de 5 ans d'expérience. Oui. J'ai été technico-commercial pendant une dizaine d'années en différentes missions commerciales. Enfin, j'ai commencé avec un BEP, j'ai fini avec un rôle d'ingénieur, statut technico-commercial parce que la société est en déclin et bon, j'avais accepté d'avoir un statut moins élevé pour pouvoir essayer de redresser la société. C'était la raison pour laquelle j'ai été embauché. Et finalement, au bout de quelques mois, quelques années, 1 an ou 2, je me rappelle plus exactement maintenant, puisque je me défoule sur cette chose. J'ai pas le temps de réfléchir. J'ai perdu le fil en me justifiant. Et puis, oui, je sais plus votre question. Je vous demandais au départ qu'est-ce que vous faisiez auparavant et qu'est-ce que vous voudriez faire. Alors, vous avez fait plusieurs emplois. J'avais un gros projet qui a commencé à mûrir à l'âge de 18 ans, que je voulais mettre à bien pour mes 40 ans. J'avais une vision à moyen terme, si je puis dire, sur une carrière professionnelle, que je voulais mettre à bien au départ en retraite de mes parents. Et malheureusement, la vie en a fait autrement, puisqu'on a tout perdu suite à une faillite familiale. Et moi, mon cancer que j'ai fait en 93, où j'ai eu la chance, malheureusement ou heureusement, d'en sortir, parce qu'à l'heure actuelle, je regrette presque d'avoir guéri de cette chaîne de maladies. Je peux pas m'exprimer autrement parce que c'est très difficile à vivre, je vous assure. Et ce projet est tombé à l'eau et depuis, j'ai perdu un peu le fil de la réalité de ma vie, quoi. Puisque j'en ai 48 maintenant, ça fait 8 ans que ça dure. Et maintenant, ce que je voudrais faire, je sais pas, je voudrais être autonome, soit me servir de mes métiers actuels. Mais vous pourriez quand même, je veux dire, si vous êtes peintre en bâtiment, décorateur, vous faites de la mécanique, je veux dire, vous pourriez créer votre entreprise ou travailler. Je n'arrive pas à trouver la structure. Pourquoi? Parce que j'ai pas les moyens financiers, j'arrive pas à débloquer la subvention AGFIP, et puis j'ai plus aucun moyen, j'ai qu'une maigre pension d'invalidité pour vivre, j'ai plus du tout d'argent de côté, j'ai plus rien à moi. J'ai plus rien à moi, donc j'ai... Mais il faut trouver des clients au départ. Peut-être en bâtiment, ça vous demande pas d'avoir... Oui, je sais bien, mais je peux pas trop faire ça. En termes de matériel, pourquoi? J'ai des soucis physiques. Je peux plus trop exercer dans cette branche. J'en ai parlé avec mon banquier. Parce que c'est ce qui vous remettrait quand même à flot, déjà, d'avoir une activité professionnelle qui vous permettrait de reprendre pied. Bien entendu, puisque moi j'ai été formé pour pouvoir vivre avec le fruit de mon travail. Et je fonctionne comme ça, puis je suis loin de la retraite. Donc voilà quoi. Bref. Puis ça vous permettrait de vous reconstituer un réseau un peu. Mais bien entendu. Puis bon, beaucoup de gens m'ont laissé tomber parce que quand j'étais licencié économique, j'ai déposé des enveloppes solo à l'INPI. J'ai essayé de trouver des financements pour déposer mes brevets. Je suis tombé sur des charognards qui m'en ont volé 2 ou 3. Normalement, je devrais faire signer des lettres de confidentialité, mais j'étais tellement déprimé que je me suis laissé embarquer dans des discussions où j'ai fini par lâcher le morceau. Et en cherchant l'argent, on a fini par me dire mais faut pas rester en France, monsieur Le Guenec, faut partir dans les pays anglo-saxons. J'ai été cambriolé, j'ai pas pu partir, et puis j'en ai marre, quoi. Ça suffit, il y en a ras-le-bol, quoi. Je vous assure, tout ce que j'essaye, ça tombe à l'eau. Je comprends plus, quoi. Je comprends plus. Et vous vous sentez déprimé en ce moment? Complètement. Et vous êtes suivi par rapport à ça? C'est une des raisons pour laquelle j'ai vu une quinzaine de psychiatres. J'ai été mis sous je sais plus trop quel... Non, mais vous en avez vu une quinzaine parce que vous ne trouviez pas quelqu'un qui vous correspondait. Mais est-ce que actuellement vous êtes suivi par quelqu'un avec qui ça se passe bien? Bah oui, mais c'est dommage parce que si vous êtes déprimé et que vous n'êtes pas suivi... je vous ai demandé si vous étiez déprimé, vous m'avez dit oui. Je prends du Soliant pour ça, l'ancien... mais enfin bon, non, on fait pas de publicité pour les médicaments, mais le problème, ça serait bien que vous ayez... On sent que vous avez aussi besoin de parler quand même, ça serait bien que vous ayez un soutien oui, je suis tout seul aussi du matin au soir. Oui. Mais voilà quoi, de toute façon, je suis complètement déséquilibré, j'en suis Non, mais c'est pas en termes de déséquilibre, c'est le problème, c'est que vous auriez besoin d'un soutien.
d'un lieu un peu pour pouvoir parler. Oui, mais parce que vous pouvez pas. Oui, mais vous pouvez pas aller bien en étant seul du matin au soir. Mais bien entendu, j'en suis conscient. Et je le dis aux gens. Mais personne vient me voir, plus personne. Non, mais quand vous, ma vie allait bien, j'avais plein de monde autour de moi. Non, mais au lieu de rester à ruminer votre vie d'avant où tout allait bien, bon, oui, le constat aujourd'hui, c'est que ça va pas bien. Donc, il faut déjà que vous sortiez de cet état comme ça de mal-être, de dépression, en vous soignant. Donc, vous prenez déjà un médicament. Bon, qui vous améliore, vous vous sentez mieux, c'est important, mais aussi que vous trouviez une personne qui peut vous aider sur un plan thérapeutique, vous ayez un endroit pour parler et vous aider un peu à clarifier vos idées, à mettre en œuvre vos projets. Mais rien n'aboutit. Mais parce qu'il faut vous donner, il faut que aussi vous ayez un peu un cadre. Vous avez du mal à cadrer les choses pour le moment. Et c'est normal quand on est tout seul et qu'on tourne comme ça en rond et qu'on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Vous voyez, quelqu'un qui soit un peu concret. Il y a des... Vous pouvez voir des... Parce que les solutions que j'amène à ma situation sont réelles parce qu'elles sont partagées par certaines personnes. Mais à chaque fois, il y a une barrière au dernier moment qui se ferme, que j'arrive pas à comprendre et pour lequel on me donne des raisons complètement ridicules. Je vais vous dire, j'ai postulé à une entreprise aujourd'hui où je voulais utiliser mon passé de mécanicien avion. Bon, on fait pas de publicité. Le recruteur me dit, on vous prend pas, monsieur, c'était par une boîte intérim. On vous garde. J'ai été convié à un salon. Suite à l'envoi de mon CV. J'ai été convié à un salon, j'y vais, je me présente, je dis voilà, j'ai fait ceci, vous êtes en recrutement, voilà, il paraît que maintenant, comme il y a longtemps que j'ai pas exercé ce métier, faut faire une évaluation au milieu du travail mise en place par Pôle emploi. Le gars me dit aujourd'hui, 8 jours après, on vous prend pas parce que on met pas cette structure en place parce qu'on sent que chez vous, le travail c'est une nécessité. Mais je lui dis, vous faites du bénévolat, vous êtes rentier, le travail est une nécessité pour tout le monde. Et je comprends pas. Moi, comment voulez-vous que j'avance à partir du moment où on m'objecte une connerie comme ça? Je peux pas être autre que vulgaire. En disant ça, parce que on me donne une raison qui n'est pas objective et qui est complètement irréelle. Comment voulez-vous que j'avance? J'ai fait ce métier pendant plus de 5 ans, je sais très bien qu'il faut le remettre au goût du jour, mais il suffit de regonfler le pneu du vélo et puis il repart quand il n'a pas servi depuis longtemps, c'est pas compliqué, ça je l'admets. Bref, et maintenant on est rendu à une bagarre d'ego parce que lui il veut pas me prendre alors qu'il me sollicite pour aller au salon de recrutement. Avec une raison. Oui, mais bon, écoutez, c'est vrai que je comprends que ça vous mette en colère cette réponse, surtout que quand vous êtes en attente et que vous en avez ras-le-bol et que rien n'avance et que ce boulot est effectivement pour vous une nécessité. Et surtout, je suis d'accord avec vous, c'est indécent quand on sait qu'on a dépassé, qu'on est la barre des 3 millions de chômeurs. Il y en a beaucoup. Oui, travailler, c'est véritablement une nécessité. Bon, maintenant, c'est là où il serait important que, voyez, vous soyez. Il y a un moment forcément de la colère chez vous. Il y a tout ça qui peut transparaître. Il y a un ras-le-bol, il y a une lassitude. Et malheureusement, c'est vrai que il y a une compétition terrible dans les recrutements et dans tout domaine. Mais dans tout domaine, mais particulièrement dans les recrutements. Donc, si vous aviez vous un lieu où vous pouviez un peu déposer ça, travailler peut-être avant justement des trucs de recrutement. Mais si, mais je veux dire avec un thérapeute aussi, parce qu'on sent qu'il y a plein de choses. Déjà que le fait que vous avez besoin de parler, et c'est dommage d'avoir laissé tomber ça. Quelqu'un, c'est ce que dit Brigitte, essayez de trouver un allié, quelqu'un pour vous accompagner, vous soutenir. Tout seul, c'est trop dur. Moi, j'ai l'impression de mieux me maîtriser depuis que... Ou une association d'insertion, enfin, pas rester isolé, parce que vous n'arrêtez pas de dire, je suis seule. Avant, j'avais plein de monde autour de moi. Maintenant que je suis dans la mouise, il n'y a plus personne. Vous en souffrez, et en même temps, c'est comme si vous le cultiviez. Je suis tout seul, et puis c'est comme ça. Voyez, vous en faites une rage. Donc à un moment, il faut dire bon, oui, je suis tout seul, ça me met en colère, ça me met en rage, mais ne pas pour autant essayer de voir un moyen de sortir de cette solitude qui vous ronge.
Il faut, comme dit Ridan, vous canaliser, voyez, trouver un objectif, vous cadrer un peu, parce que c'est un peu ce qui vous manque. On sent que il y a de l'énergie, et ce qui est formidable, parce que je veux dire, après 10 ans comme ça de galère, vous pourriez être vraiment très fatigué, très épuisé, et ne plus avoir d'énergie pour vous battre. Ah, mais ça, je comprends. J'ai raté un entretien dans une formation il y a quelques semaines, parce que ça faisait 3 jours que j'étais complètement paumé, et je suis arrivé à l'entretien qui s'est décidé à 8h30. Fallait que je sois présent 1 heure après. J'ai pas eu le temps de me préparer. J'ai foiré encore une reconversion. Je suis complètement dépourvu. Non, je vous trouve, je trouve que vous n'êtes pas sans ressources pour autant. Vous voyez, vous avez beaucoup de ressources, vous avez beaucoup d'énergie, alors que pourtant on sait que le fait de rester même 1 an sans activité professionnelle, j'arrive toujours à m'occuper parce que j'ai quelques relations. Oui. Qui me font intervenir. Vous, ça fait 10 ans, donc je veux dire 10 ans comme ça sans activité professionnelle sociale, vous pourriez être complètement désocialisé. On sent qu'il y a en vous cette énergie. Donc il faudrait simplement arriver à la canaliser. Donc peut-être avec une association, il y a quelqu'un qui dit par exemple, lui il va dans une association qui l'aide beaucoup, c'est à Rennes, c'est Lueur d'Espoir. Trouver quelque chose, vous voyez, c'est des rencontres finalement, des gens qui pourraient vous aider, vous soutenir, vous préparer à des entretiens pour que vous remontiez la pente, parce que c'est possible, vous avez les capacités. C'est ce que je vous souhaite en tout cas de tout cœur, et c'est ce que vous souhaite beaucoup d'auditeurs qui vous ont écouté avec attention. Bon courage et n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, Pascal. Au revoir.